Il mérite un jour que le peuple s'en occupe. Félix, Papa Lobaki, les fêtes maman. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Je vous ai bien entendu me rappeler Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Chers frères, je fais appel à votre sagesse. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres. Il est exactement 6h55 locales, dimanche 6 octobre 2019, quand l'avion présidentiel en provenance de Rome en Italie foule la piste de l'aéroport international d'Ndjili. Au bas de la passerelle, le couple présidentiel est chaleureusement salué par un comité restreint d'accueil composé essentiellement de quelques proches collaborateurs du chef de l'État, dont son directeur de cabinet adjoint en charge des questions sociales et environnementales et quelques officiers généraux des forces de défense et de sécurité, suivis de la haie d'honneur de la garde présidentielle. À titre de rappel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a axé sa politique étrangère sur une véritable approche de partenariat stratégique au bénéfice de sa population, le peuple d'abord, regagne la capitale congolaise après un long périple diplomatique héro-américain de 21 jours, soit 3 semaines durant, l'ayant conduit d'abord en Belgique pour la normalisation de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Bruxelles, ensuite aux États-Unis d'Amérique où le chef de l'État congolais a assisté à la 74e Assemblée générale ordinaire des Nations Unies à New York City. Cela avant de rencontrer quelques investisseurs américains à Atlanta et les dirigeants du FMI et de la Banque mondiale à Washington DC. Et enfin, il a effectué les déplacements de Rome en Italie via Bruxelles pour une escale où le couple présidentiel a assisté personnellement à l'invitation du Saint-Siège à la messe de création par le pape François des 13 nouveaux cardinaux dont Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, en remplacement du cardinal Laurent Mosengo. Aussitôt la cérémonie d'accueil terminée, le cortège présidentiel s'ébranle vers les centres-villes sous les ovations des Kinois massés spontanément sur son parcours destination la résidence présidentielle de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, Mongaliema. La création du cardinal Fridolin Ambongo par le pape François au Vatican à Rome ne cesse de susciter des réactions. La dernière en date, c'est celle du coordonnateur du mouvement citoyen congolais Téléma. Jean-Pierre Lissanga Bonganga, ministre honoraire des Sports, n'a pas tari d'éloges à l'endroit du nouveau cardinal et archevêque métropolitain de Kinshasa. Congolais Téléma présente ses sincères félicitations au cardinal Fridolin Ambongo Besungu, élevé hier à la dignité cardinaliste à Rome. Congolais Téléma ressent cet événement comme un honneur fait à notre pays par l'Église universelle, comme une reconnaissance de la qualité de travail qu'effectue le cardinal Ambongo au sein de notre société. Pour Jean-Pierre Lissanga Bonganga, la cérémonie du consistoire à la basilique Saint-Pierre de Rome restera gravée d'une pierre blanche dans la mémoire collective des Congolais. Il appelle les leaders politiques congolais, toutes tendances confondues, de taire leurs divergences pour privilégier l'intérêt national. Le présidium de la Mouka au grand complet, il a une chance extraordinaire. Nous avons dit exceptionnelle de voir tout le monde se rassembler
et qui peut passer un message. Alors c'est comme ça nous les interpellons en disant, ceux qui sont là, que tous puissent s'intérioriser en disant, maintenant à cette occasion-là, privilégions l'intérêt général. Cet atelier sous-régional tenu à Kinshasa du 2 au 4 octobre 2019 a consisté à débattre et réfléchir autour de la problématique de la conservation de la biodiversité et la protection des forêts en Afrique centrale. Les parlementaires de plusieurs pays de la sous-région réunis au sein de la COMIFA, Commission des forêts de l'Afrique centrale, ont pris la résolution de gérer les forêts d'Afrique avec les réparts en toute responsabilité, en évitant de les détruire en vue d'assurer la vie aux générations futures. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, qui a présidé ces assises, a, au nom de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, salué la qualité des travaux. Qualité des débats ainsi que la pertinence des recommandations qui en découlent confortent la conviction que le jeu en valait la chandelle. Il me revient que dans les travaux de groupe, vous avez fait preuve d'intérêt, d'implication et d'assiduité, reléguant ainsi au second plan d'autres préoccupations. Je voudrais, par cet acte de dévouement, non seulement vous remercier chacun et chacune de manière particulière, mais aussi vous témoigner à tous mon profond respect. Les participants ont apprécié à juste titre les recommandations formulées, tout en reconnaissant le leadership forestier de la RDC en matière de la biodiversité avec ses 65% des forêts d'Afrique. Dans le cadre du développement durable, nous avons l'obligation de gérer de manière écologiquement rationnelle les écosystèmes, tout en protégeant les intérêts des générations futures. Nous devons être responsables dans ce qu'on appelle l'éco-citoyenneté pour les préserver. 7 pays ont pris part active à cet atelier, notamment la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazza et les pays hôtes, la République démocratique du Congo. La province du Mai-Ndombe doit contribuer à l'émergence du pays et non rester à la traîne. Les élus nationaux de cette province ont fait part d'un certain nombre de préoccupations au vice-premier ministre, ministre du budget, Jean-Baudouin Mayomambeke. Préoccupations liées au désenclavement de cette province, aux difficultés techniques liées à la paye des agents et fonctionnaires de l'État, spécifiquement à l'endroit des personnels de la santé et du domaine de l'enseignement. Il nous a rassuré de sa volonté à faire en sorte que tout marche très bien. En ce qui concerne le budget, il nous a recommandé auprès des techniciens pour que nous puissions travailler. Et en ce qui concerne le problème de la paie, il nous a rassuré qu'il va suivre ça pour qu'il y ait une solution dans un délai relativement court. La Chine et ses hommes d'affaires s'engagent dans un partenariat pour apporter un plus dans la rénovation des infrastructures. La société Shanghai affiche sa volonté justement dans la rénovation des infrastructures et outils de l'État congolais, à l'image du service national des approvisionnements et imprimeries. L'objet de sa visite, c'est de voir dans quelle mesure il peut apporter son expertise dans la valorisation des infrastructures étatiques. Le Congo est un pays qui est en développement, qui veut valoriser et moderniser ses infrastructures. Donc il est venu pour dire à son Excellence, le ministre, qu'il est disposé à participer, à apporter son expertise. À noter par ailleurs que la délégation chinoise s'est fait accompagner du directeur général des services nationaux des approvisionnements et imprimeries. Au grand mot, grand remède, le gouvernement par l'entreprise de 2 ministres, Akassia Bandoubola de l'économie nationale, chef de délégation, et Jean-Lucien Boussa, signataire des accords avec la Zambie au nom du gouvernement, était avec des fermiers, producteurs, membres de la FEC et opérateurs économiques d'Elualaba, à Kolwezi, aux côtés du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans. Le plan Marshall pour la sortie de crise de la farine de maïs leur a été communiqué. Les stocks qui vont arriver ici vont passer par le Haut-Katanga.
Ce qui fait que pour que ça arrive ici, il y a un coût de transport supplémentaire. Donc au Katanga, c'était 15 $. Et là-bas, ça va faire 16,5 $. Et moi, je suis très satisfaite de cela. Et je voudrais que dans les jours qui viennent, avec l'effet revolving qui va être fait, que le prix revienne à 13,99 $. Dans un autre registre, la ministre de l'économie Akassia Bandoubola a visité la minoterie de Lualaba de Kolosi avec une capacité de 1100 le jour. Question de se rassurer. Peu après, les envoyés spéciaux du Premier ministre Ilunga Ilunkamba n'ont pas pris du repos à Kolosi. Cap vers la carrière de ciment, une usine en construction pour la fabrication du ciment. Le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa s'en est réjoui car celle-ci limitera l'importation du ciment. La partie est du pays est en carence d'industrie de production du ciment, alors que c'est une partie qui se développe à une vitesse que tout le monde connaît. Et donc il était important pour nous que nous puissions passer par ici, visiter la perspective de l'autonomisation du pays de ce point de vue et de la réduction des importations de la dépendance du pays. Cependant, le gouverneur de province de Lualaba, Richard Mouyej Manguezmans, a indiqué que sa province a disponibilisé plus de 26 hectares. J'ai eu l'occasion de participer aux différentes réunions. Il faut avouer que l'effet d'apaisement est perceptible au sein de nos populations. Sentiment de reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État. L'objectif, c'est l'assouplissement des prix. Nous devons cultiver chez nous aussi. Cette visite à Kolosi a permis aux deux membres du gouvernement de s'imprégner des réalités de Lualaba. Madame Aminata Sow, à la tête d'une délégation de la Banque africaine de développement, section agriculture, est venue échanger avec le ministre du Développement rural, Guy Mikulu Pombo, sur les questions concernant le développement à la base et lui a annoncé un nouveau projet ProADER qui va remplacer les projets PADIR bouclés. Et son coordonnateur était de la partie. Avec le nouveau projet, Madame Aminata Sow, chargée des produits agricoles pour le compte de la BAD, RDC, a plaidé pour la facilitation de certains préalables en vue d'éviter le retard dans l'exécution. La numérisation des services dans ce secteur a été évoquée. À ses premiers contacts, le ministère de la BAD s'est dit satisfaite de la vision du ministre Guy Mikulu Pombo qui place le route en priorité avec les systèmes de cantonnage manuel pour la pérennisation et la stabilité de ces infrastructures. Le féliciter pour cette nomination et aussi lui faire part de la stratégie de la Banque africaine de développement en matière de développement de l'agriculture et du développement rural. Donc nous avons présenté à son Excellence l'étendue des interventions de la Banque africaine de développement dans le secteur du développement rural. Nous avons vraiment beaucoup apprécié les orientations et également les options que son Excellence est en train de mettre en œuvre et en place afin que la question de l'entretien permanent des pistes rurales soit réglée. Ce sont là les assurances que Aminata a obtenues du patron du développement rural, Guy Mikulu Pombo. La signature de ce protocole d'accord sanctionne la fin des travaux des experts de la Société nationale d'électricité SNEL SA de la République démocratique du Congo et ceux de la Société de transport d'électricité RNT de l'Angola. Le directeur général de SNEL SA, Jean Bosco Kayombo, et le président du conseil d'administration de la RNT, Rui Pereira do Amara Gourgel, se réunissent dans le cadre du comité de pilotage du projet de construction d'une ligne de 400 kV Inga, Boma, Mwanda en RDC et Cabinda en Angola. Un projet dont l'importance est capitale pour les populations de ces coins de la République démocratique du Congo et de l'Angola. Toutes les formalités de passation de marché vont se faire de façon que avant le deuxième semestre de l'année 2020, les travaux pourront déjà commencer et nous allons construire cette ligne en haute tension en 2 phases. La première phase, ça sera de faire la liaison Inga, Boma, Mwanda, Cabinda en 220 kV. Et puis la deuxième phase, ça sera de passer cette ligne en 400 kV pour parachever cela jusqu'à Pointe-Noire. Ces engagements, pris au niveau stratégique par les 2 États, se rendent opérationnels par l'action de ces 2 entreprises d'électricité.
À l'aller ce samedi 5 octobre 2019 à Matadi, comme au retour le dimanche 6 octobre 2019 à Kinshasa, la capitale, le train express a éveillé la curiosité de paysans qui n'ont plus revu ces moyens de locomotion voilà plusieurs mois. Les marchands ambulants qui voient leurs produits écoulés en quelques minutes n'ont qu'un seul désir, que la société commerciale de transport et des ports augmente le nombre de voyages pour leur permettre de nouer le deux bouts du mois. À chaque gare, notre caméra fait une observation. Les passagers ayant appris le retour du train express s'empressent pour prendre place à bord. Ils ne jurent que sur ce moyen de locomotion sûr. Moi, ce que je vais demander, qu'on puisse faire au moins 3 ou 4 fois. Qu'on voyage dans des conditions comme ça. Nous ne sommes même pas sentis mal à l'aise. J'ai aimé le voyage, le fait déjà de circuler, de ne pas rester assise pendant tout le trajet, les restaurants et puis par rapport avec le bus, parce que le bus on est tout le temps assis. On n'a payé que du 7 000 francs, mais on était vraiment à l'aise. Un moyen plein de sécurité, sans embouteillage, dans lequel on peut même méditer les Écritures saintes sans être inquiété. Cet appel de clients qui sont de roi a été entendu par le directeur général de la Société commerciale de transport et des ports. Dodelaya promet d'examiner minutieusement les réclamations des passagers. En vous voyant de retour, moi je suis satisfait. La SCTP a reçu mission du gouvernement d'assurer la mobilité de la population en sécurité. La simple raison qui peut justifier que nous puissions être à une rotation, c'est le nombre de locomotives. Il faut signaler que nous avons présentement 3 locomotives en Afrique du Sud, aux couleurs de la SCTP, qui ne cherchent qu'à être récupérées. Ayant la conviction que son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et l'ensemble du gouvernement est en train de nous accompagner. Quitté à 7h30 du matin, le train express a regagné Kinshasa, la capitale, en toute sécurité, ce à la grande satisfaction de passagers et des responsables de la Société commerciale de transport et des ports d'une part et du gouvernement de la République d'autre part. Parmi les voyageurs qui ont pris place à bord de ce train luxueux, Patrick Kachala, Junior Kufunzuka et Angèle Mabiala Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. Au crèche, centre de recherche en sciences humaines, José Mpanda est allé écouter les agents et cadres qui réclamaient le départ du comité de gestion accusé de mégestion. J'ai été saisi par un mémo des agents et chercheurs de crèche qui est le centre de recherche en sciences humaines. Ils ont demandé qu'on puisse carrément changer le comité de gestion des crèches. En tant que responsable, on ne peut pas prendre une décision activement. C'est ainsi qu'avec mon équipe et le secrétaire général, nous avons décidé que nous puissions recevoir les 8 chefs de département et ensemble, comme ils veulent que ce soit les centres soient dirigés par les enfants maison, nous allons pouvoir étudier d'une manière objective demain à mon cabinet de travail les conditions pour voir éventuellement qu'est-ce que nous devons faire en tenant compte réellement de la loi. Bien avant le crèche, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique s'était entretenu avec le partenaire japonais venu dans le cadre du projet de la télédétection avec le CNT, Centre national de télédétection, à qui il a promis son implication totale pour la réalisation de ces projets si importants pour la République démocratique du Congo. José Mpanda Kabangu a aussi rencontré la délégation du groupe d'experts pour la transition de l'économie numérique. Les experts, disons de la République, qui sont venus nous voir pour nous permettre de transiger vers l'économie numérique. Ça veut dire quoi? L'économie numérique, ça veut dire qu'il faudrait que tout ce qui doit se faire au niveau de la République doivent être numérisés. Le ministère de la recherche scientifique, c'est un ministère transversal. C'est un ministère qui doit s'occuper de tous les autres ministères. Ayant les notions des bons voisinages, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique n'a pas manqué de fêter sa nomination avec ses voisins militaires et leurs épouses du camp Ndolo après avoir prié avec eux à l'aumônerie du même camp. Signe pour lui de reconnaissance des bonnes relations qui les ont caractérisés dans leur cohabitation.
Dans le cadre de normalisation de relations entre la République démocratique du Congo et les partenaires bilatéraux et multilatéraux, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé en début de semaine à la Banque mondiale à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Dans la suite du chef de l'État, on a noté la présence notamment du ministre des Finances, Sele Yalagouli, et du gouverneur de la Banque centrale, Mutombo Mwananyembo. Retombée heureuse de la visite du président de la République dans cette institution de Bretton Woods, la Banque mondiale va octroyer à la RDC un appui budgétaire évalué à $1 milliard américains pour financer notamment la gratuité de l'éducation de base et le lancement de la couverture santé universelle. La question avait été débattue au cours du tête-à-tête entre le chef de l'État et le président de la Banque mondiale, David Malpass. Relance de l'économie, mais également la santé des Congolais préoccupe au plus haut point le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Atlanta, où il s'est rendu en compagnie de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, le président de la République est allé au centre du département de la santé et des humanitaires, une institution américaine de riposte et de prévention médicale. Elle se charge également du monitoring des cas de maladies endémiques dont le virus Ebola et la poliomyélite en RDC. Ce centre américain s'est engagé à travailler en collaboration avec les experts congolais dans la lutte pour éradiquer ces maladies. Les docteurs Mouyembe et les basketteurs de renommée internationale NBA Mutombo Dikembe ont été dans la suite du président de la République au service américain de riposte et de prévention médicale. À Atlanta, le couple présidentiel a par ailleurs déposé une couronne de fleurs devant la crypte du docteur et de Madame Martin Luther King. En République démocratique du Congo, les secteurs miniers étaient régis par l'ordonnance-loi du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et hydrocarbures et qui fut modifiée et complétée par l'ordonnance-loi du 5 novembre 1982. Ces deux actes législatifs ont été abrogés et remplacés par la loi du 11 juillet 2002 portant code minier. Plus de 15 ans après la mise en application de ces codes de 2002, il a plu aux législateurs de les modifier et de les compléter par la loi du 9 mars 2018 portant code minier. Pour quelles raisons fallait-il réviser le code de 2002? La modification du code minier de 2002 en 2018 s'est expliquée pour plusieurs raisons. Les contextes qui avaient justifié son élaboration, son adoption et sa promulgation en 2002 ne se justifiait plus ou n'avait plus trop d'intérêt par rapport à la situation qui prévalait déjà dès 2012. C'est ainsi que le gouvernement de la République, sous l'égide du président de la République, avait instruit le gouvernement de désigner les experts en vue de la modification de cette loi pour la rendre plus conforme au contexte, aux standards africains et internationaux. Cela veut dire que les différents taux de matières de substances minérales qui avaient été insérés dans le code en 2002 étaient très bas par rapport aux autres pays de la région ou aux autres pays de l'Afrique, voire du monde. Mais que gagne le peuple congolais? Et vous remarquerez que dans beaucoup de milliers, là où il y a des gisements d'exploitation de ces minéraux, on trouve des maisons en chaume. Les populations sont pauvres et que ces richesses ne profitent pas à notre population ou en général à notre peuple. C'est ainsi que ce code minier a été révisé par le Parlement congolais en l'adaptant à ce qui s'est fait dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud. Lorsqu'il y a une société minière qui exploite dans un territoire, il faudrait que la société minière puisse d'abord contribuer au développement de cette entité, c'est-à-dire le territoire. La quasi-totalité des Congolais à l'heure actuelle parle du budget de l'État pour l'exercice 2020. En quoi l'application du nouveau code minier peut-elle aider à augmenter les recettes publiques? Le secteur minier au stade où nous en sommes dans notre pays, c'est le secteur, c'est le moteur ou le porteur de la croissance de notre développement. Et le code minier, en ce qui concerne principalement cet aspect, a essayé d'augmenter le taux
de métaux de base notamment, qui est passé de 2% à 3,5%, ainsi que, en ce qui concerne les substances stratégiques, le taux a été augmenté à 10%, ce qui fait que la contribution au budget est censée être, si l'administration fait bien son travail, augmenter de manière très très sensible. Ce code est le plus meilleur de tous les codes et ce code minier s'adapte à d'autres codes. Et c'est ainsi que nous pensons qu'avec ce code minier, si ce code est bien appliqué, avec tout ce qu'il y a eu comme mesure d'encadrement, mesure d'application de ce code, ça pourra renfler les caisses de la République démocratique du Congo. Le secteur de mines est un secteur très vital pour l'économie du pays. Il tient à la souveraineté nationale et internationale de l'État congolais. Le législateur y veille scrupuleusement en édictant des lois nécessaires. Les terribles incendies qui a ravagé le lycée Notre-Dame de Kisantu au Congo central a fait autant de dégâts matériels. Ce sont des classes de 4e et 6e des humanités qui ont été affectées. Si on ne déplore aucune perte en vie humaine, les bâtiments abritant la direction du lycée Notre-Dame a été dévoré par les flammes. 90 machines à coudre, 30 ordinateurs portables et tant d'autres matériels didactiques sont partis en fumée. Le ministre des Relations avec les parlements, Deogracias Kusu Kundibikawa, a été dépêché par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. À la tête de cette délégation, il avait à ses côtés les élites de cette province. Très touché, le ministre des Relations avec les parlements s'est entretenu par la suite avec les responsables de cet établissement de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Question de leur apporter du réconfort et de réfléchir sur quelques pistes de solutions à prendre. Dès que nous avons appris la nouvelle de cet incendie qui a causé autant de dégâts sur un bâtiment aussi historique construit en 1900, et quand vous voyez tout le matériel qui a brûlé dans ces bâtiments, c'est vraiment catastrophique. La délégation qui a été reçue dernièrement par le Premier ministre a décidé, au nom du président de la République, d'envoyer le ministre des Relations avec le Parlement pour prendre la mesure des dégâts et surtout pour consoler les sœurs de Notre-Dame de Namur. Demain, lundi, le Premier ministre va encore recevoir le caucus des députés Congo. Nous avons accueilli son envoyé, nous espérons qu'il a réellement entendu les cris d'alarme que nous lui avons adressés et nous comptons sur lui et nous sommes sûrs qu'il répondra d'ici là, puisque les enfants sont en train de chômer. Bien avant, le ministre a pu assister à une célébration eucharistique toujours à Kisantu. Pour rappel, depuis la création en 1900 du lycée Notre-Dame de Kisantu, plusieurs personnalités congolaises sont parties de cet établissement de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Suite aux pratiques qui tendent à anéantir l'effort que fournit le président de la République pour l'assainissement de l'environnement des affaires. Au-delà des taxes légalement payées, qui sont des taxes pour le déchargement d'un wagon à Mweneditu, parce que tout wagon qui vient à Mweneditu, pour être déchargé, doit payer 80 000 francs à l'entité, sous prétexte d'une taxe de pollution. Ayant payé toutes ces taxes, l'autorité envoie ses agents, ses services, pour réclamer à cette dame-là, qui est opératrice dans le secteur pétrolier, de lui remettre encore un fût de 200 litres. Et nous lui avons dit, depuis quand un acte puisse être imposé doublement, si le déchargement du wagon a fait l'objet de la perception de la part de vos services de 80 000 pour cette taxe de pollution, on voit très mal pour le même acte de déchargement que vous envoyez vos services réclamer 200 litres. Et nous nous sommes dit dans quel pays où les taxes se payent en nature. Nous demandons aux autorités hiérarchiques qui sont déjà saisies, le gouverneur de la province de Lomami, à Cabinda, le président de l'Assemblée provinciale qui est aussi à Cabinda, le commandant PNC de la police qui est à Mweneditu, et le commandant FARDC qui est à Mweneditu, et les responsables de l'ANER qui ont été copiés par le mémo qui a été envoyé à la mer, de pouvoir s'impliquer afin qu'il y ait quand même cette sérénité dans l'exercice de cette activité. Qu'on continue à payer les taxes légales qu'on a toujours payées,
plutôt que de réclamer 200 litres en une taxe en nature, et si cela peut être accepté que ce soit une taxe en nature, pourquoi elle est exercée? Elle est exigée seulement auprès des gens qui sont dans le secteur pétrolier. C'est exact parce que nous avons même des éléments sonores, des éléments vidéo, et même des déclarations, et même les documents établis par la mairie attestant avoir perçu l'argent pour cette taxe-là de 80 000. Et pour les filles, la dame a refusé à tel point que tout ce que vous allez voir sur les vidéos, c'est que la femme était en train de s'opposer à libérer son carburant. C'est comme ça qu'elle s'est imposée et finalement, il y avait interdiction. Parce que la dame a demandé, si vous voulez qu'il y ait interdiction, faites-moi la saisie, un document de saisie, je vous abandonne ma cargaison et moi je rentre en bougement parce que la vie à mon dit elle est chère. Les derniers mots, à ce que les autorités qui nous entendent, qui nous écoutent, puissent s'impliquer et puissent donner des leçons à cette autorité-là pour comprendre que nous ne sommes plus dans le temps où il faut tracasser la population et surtout nous sommes dans le moment où il faut favoriser le climat des affaires. Un thème interpellateur et bien choisi pour conscientiser ces juristes chrétiens, membres de l'association Foi et Loi autour du globe, FLAG, à l'occasion de la célébration du 3e anniversaire de cette structure. Être les procureurs de la justice, résister à la corruption. C'est autour de cette thématique que ces membres ont été largement édifiés. Au cours de ce petit moment d'édification, élargi à quelques membres des autres associations de juristes, ces spécialistes des droits ont été appelés à résister à toute tentation de la corruption, d'être intègres et marcher avec Dieu tout au long de leur carrière. L'orateur principal de la journée, Maître Azarias Roubero Maniwa, ministre d'État en charge de la décentralisation, a appelé ces hommes des droits à bannir la peur et à travailler en toute droiture pour influencer positivement la société. Les magistrats, les avocats, les greffiers, tous ceux qui concourent à la justice, ils ont peur du lendemain. Ils se disent, si je m'engage sur cette voie de la justice, c'est-à-dire de l'honnêteté, de l'intégrité, de la droiture, si je m'engage sur cette voie-là, mon lendemain devient pas sûr. Cette édification a été précédée par des moments de témoignage où chacun venait démontrer l'apport considérable des dieux dans l'exercice de leur métier. Un avocat chrétien peut-il remplir son devoir en toute sainteté? Une assertion pas du tout impossible au sein du FLAG, cette association des juristes qui place les Christ au centre de leur métier. Nous sommes en train de conduire la vision du chef de l'État, qui est celle de faire du tourisme une véritable industrie et un secteur de diversification de l'économie. Nous allons cette fois-ci amener une politique qui va s'articuler sur la normalisation des textes qui régissent notre secteur. Également, nous pensons faire une promotion des activités touristiques et aussi essayer de mettre le secteur du tourisme au jour, c'est-à-dire avec la numérisation qui nous poussera à mettre en place ce que nous allons appeler le e-tourisme en vue d'essayer d'être dans tous les espaces et dans tout le réseau de communication pour promouvoir toutes les potentialités touristiques que nous avons et enfin développer des partenariats publics-privés afin de faire développer notre secteur du tourisme. Les défis sont très énormes. Cette année, nous sommes en train de poser des jalons. À l'horizon 2023, nous nous fixons un objectif de créer 100 000 emplois et également de mobiliser plus de 600 000 touristes par année. Ce sont là les défis majeurs que nous nous fixons et également accroître les recettes de l'État par le tourisme. La journée de la non-violence décrétée par les Nations Unies est célébrée le 2 octobre de chaque année, jour de l'anniversaire de Mahatma Gandhi, de son vrai nom, Mohandas Karamchand Gandhi. Très reconnu à travers le monde et affectueusement appelé père de la nation par les Indiens à cause de sa capacité à résoudre les problèmes grâce à son expérience et à la non-violence, comme l'explique le chef de la chancellerie de l'ambassade de l'Inde en RDC, Samrat Deval. Ethical values which every human should follow. C'est la non-violence et il a vécu aussi pour l'harmonie, ne pas faire du mal à personne. Il venait du Sud-Afrique et du retour au pays, il a vu la condition misérable
du peuple indien imposée par les colonies. Ainsi, il va travailler sur la non-violence pour mettre fin à ce système qui détruisait le peuple. Cette lutte pour les droits des peuples indiens a marqué un professeur congolais de l'Académie diplomatique, Adlin Bopongo, qui a écrit un essai sur les grands Gandhi. Il y avait un thème qui est exploité cette année. Le thème c'était What Gandhi means to me. J'ai jugé résumer ce que Gandhi signifiait pour moi dans cet essai. Alors j'ai pris quelques mots-clés qui résument sa vie. J'ai pris le mot justice, leader des idéaux, père de la nation, guide spirituel, et j'ai pris le dernier mot, la simplicité. Il s'y est de rappeler que des défenseurs des droits de l'homme comme Martin Luther King et Nelson Mandela avaient désigné Gandhi comme la source de leur inspiration dans leur lutte pour les droits de leur peuple. L'AJ-PRODEPES n'existait plus. L'association des jeunes professionnels de l'UDPS vient de céder sa place à une nouvelle structure dénommée Force Grise pour la démocratie et le progrès social. Cette importante décision de l'Assemblée générale a été portée à la connaissance de l'opinion au cours d'une conférence de presse animée dimanche 5 octobre 2019 par son président Flori Mapamboli. Depuis maintenant plus de 5 mois, nous avons constaté l'existence d'une autre association portant le même nom que la nôtre. Cela crée une confusion dans l'opinion. Nous n'allons pas revenir ici sur les motivations de ce dédoublement et nous étions dans l'obligation de prendre des décisions courageuses qui s'imposent. Les missions et les objectifs restent des propositions scientifiques de grande envergure pouvant bouleverser les choses, pouvant changer la gouvernance dans notre pays, pouvant améliorer même le quotidien de nos compatriotes. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes une force de proposition. Et Force Grise au service de l'UDPS et du pays, avec aujourd'hui plus de 1000 membres, va contribuer à la lutte contre les antivaleurs, une innovation et que le critère d'âge pour y adhérer a été supprimé. Vous avez plus de 45 ans. Soyez congolais entrepreneurs ayant un emploi rémunéré et jouissant d'une bonne moralité, prêt à servir votre pays, eh bien, votre place est garantie. Plus de 70 personnes ont revêtu l'identité ECT, ce grâce à la détermination du nouveau leadership de ce parti à assurer une implantation totale dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv de l'honorable Boniface Balamagé, président du parti, et du professeur Félix Moumad, secrétaire général. Notre parti n'étant implanté que sur 50% du territoire national de la RDC, permettez-nous de vous annoncer du haut de cette tribune notre détermination à poursuivre son implantation dans le reste du pays. En effet, désormais, nous avons comme slogan « Pas un seul territoire sans ECT, pas une seule avenue sans ECT ». Les nouveaux adhérents estiment que l'éveil de la conscience pour le travail et le développement incarne un véritable esprit démocratique et une vision prouvée du développement de la RDC. C'est un parti qui a déjà fait ses preuves et nous avons suivi le déroulement des choses et le développement du parti ECT depuis un bon moment. Je trouve qu'il mérite une adhésion beaucoup plus massive que ma personne. Donc il faut beaucoup plus de gens qui en ont maintenant. Notez que le mois dernier, plus de 170 nouveaux membres avaient adhéré à... Il mérite un jour que le peuple s'en occupe. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix et Papa Lobaki, le peuple d'abord. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Je vous ai bien entendu me rappeler Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord.
Je fais appel à votre sagesse. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres.